Lorsque les catcheurs professionnels quittent le ring pour se retrouver sous les projecteurs de la télévision en direct, les tensions peuvent monter en flèche. Imaginez l'alchimie intense entre des athlètes de classe mondiale et des animateurs de télévision hargneux qui dépassent les bornes. Aujourd'hui, nous vous présentons les moments époustouflants où les superstars de la WWE ont transformé des interviews en un chaos inoubliable, faisant taire le manque de respect avec la même intensité que celle qu'ils mettent dans le Squared Circle. C'est parti. Tout d'abord, remontons jusqu'en 1997, lorsque les légendes de la WWE, Vader et The One and Only Undertaker, ont transformé une simple apparition télévisée en l'un des moments les plus controversés de l'histoire de la catch professionnelle. Ce qui n'était au départ qu'une opération promotionnelle de routine pour la tournée de la WWE au Moyen-Orient, dans l'émission Good Morning Kuwait, s'est transformé en un point chaud culturel qui a mis en lumière le mélange volatile entre les personnages plus grands que nature du catch et les attentes du monde réel, un moment dont les fans et les critiques débattent encore aujourd'hui. Attachez vos ceintures, car il s'agit là d'un voyage endiablé. Imaginez, Vader et The Deadman sont assis dans un talk-show koweïtien et discutent du prochain événement de la WWE. Tout se passe bien jusqu'à ce que l'animateur, Bassam Al-Othman, pose la question suivante. Le catch est-il faux? C'est le début d'un silence gênant. L'Undertaker, toujours aussi professionnel, explique calmement les exigences physiques et les sacrifices des catcheurs. Mais Vader, il ne l'entendait pas de cette oreille. Dans le style classique de Vader, il a renversé la table basse, attrapé l'animateur par sa cravate et s'est mis à rugir. Est-ce que ça fait faux? Les membres de l'équipe se sont figés, ne sachant que faire, tandis que le public était sous le choc. L'animateur, les yeux écarquillés et visiblement ébranlé, est resté assis dans un silence stupéfiant alors que la tension dans la salle devenait presque insupportable. On aurait pu entendre une épingle tomber dans le studio. Le public était abasourdi, tout comme l'Undertaker, qui a admis plus tard qu'il suppliait silencieusement « Oh Léon, s'il te plaît, laisse-le partir ». Pendant ce temps, Jerry Briscoe, le road agent de la WWE, s'assurait que l'Undertaker avait quitté les lieux en toute sécurité, laissant Vader seul face aux conséquences, et lui aurait dit « On se voit à l'hôtel, mon frère ». Les choses se sont rapidement gâtées. Les autorités koweïtiennes n'ont pas trouvé les pitreries de Vader amusantes. Il a été arrêté pour agression et langage obscène. Mais au lieu d'être jeté dans une cellule, Vader a été assigné à résidence dans un hôtel de luxe. Plutôt chic, non? Pourtant, la situation n'avait rien d'une plaisanterie. Il a été détenu pendant 10 à 14 jours, laissant la WWE dans l'embarras pour gérer les retombées. Fait peu connu, la situation est devenue si tendue que les forces spéciales américaines auraient proposé à Vader de quitter clandestinement le Koweït. Imaginez, une intervention militaire pour un catcheur professionnel. Cela montre à quel point la situation est devenue grave et chaotique, les relations internationales et les sensibilités culturelles étant en jeu. Si la WWE a fini par obtenir la libération de Vader, sa première réaction a été franchement décevante. Selon l'ancien scénariste de la WWE, Vince Russo, lorsque Vader a appelé Vince McMahon à l'aide, ce dernier et d'autres dirigeants lui ont ri au nez. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. L'explosion de Vader a conduit à l'interdiction du catch au Koweït pendant une décennie. Dans la culture koweïtienne, l'agression physique en direct à la télévision est un véritable tabou. L'incident n'a pas seulement été un cauchemar en termes de relations publiques pour la WWE, il a été perçu comme un faux pas culturel flagrant qui a tendu les relations dans la région. L'incident n'a pas seulement valu à Vader des ennuis judiciaires, il a également mis un terme à son élan. Son intrigue très médiatisée avec The Rock a été abandonnée, ce qui lui a coûté une chance d'améliorer son statut à la WWE. De plus, sa réputation au sein de la compagnie en a pris un coup et il a été progressivement relégué au second plan, devenant plus un talent d'appoint que la force dominante que les fans connaissaient et aimaient. Il était censé entamer un programme de haut niveau avec le People's Champion, mais ses plans ont été abandonnés. Son statut au sein de la WWE en prend un coup. Et bien que la compagnie tente de transformer la controverse en une histoire en or, la vérité
et que Vader ne s'est jamais complètement remis de cette situation. Il est resté à la WWE pendant encore 1 an et demi, mais n'était plus la force dominante dont les fans se souvenaient. L'incident de Vader au Koweït reste l'un des moments les plus controversés de la catch professionnelle, soulevant de grandes questions sur l'équilibre entre la protection de l'image du sport et le respect des frontières culturelles. Jusqu'où un catcheur professionnel doit-il aller pour défendre son art, et quelle est la responsabilité d'une organisation pour soutenir son talent lorsque les choses dérapent? A-t-il défendu l'honneur du sport ou est-il allé trop loin? Cela soulève également des questions sur la façon dont la WWE traite ses talents en cas de crise. Pour Vader, cet incident a été à la fois un moment décisif et un tournant dans sa carrière. Pensez-vous que Vader avait raison de réagir avec fougue ou qu'il s'est laissé emporter par son tempérament? La WWE l'a-t-elle suffisamment soutenu pendant les retombées de l'incident? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous. Nous serions ravis de connaître votre avis sur ce chapitre inoubliable de l'histoire du catch. Très bien les gars, il est temps pour nous de retourner en 1985. Le tout premier WrestleMania se profile à l'horizon et Hulk Hogan, l'immortel, en fait la promotion. WrestleMania n'était pas un événement comme les autres. C'était un moment révolutionnaire qui allait redéfinir la catch professionnelle et asseoir sa place dans le divertissement grand public. L'une de ces étapes était un talk show intitulé Hot Properties, animé par l'humoriste Richard Belzer. Ce qui s'est passé ensuite est devenu rien de moins que la légende du catch et, bien sûr, des poursuites judiciaires. Voici le scoop. Richard Belzer, manifestement sceptique à l'égard du catch professionnel, a adopté un ton enjoué mais persistant, posant à Hulk Hogan des questions et des boutades qui remettaient en cause la légitimité de ce sport. Son attitude taquine a poussé The Hulkster à penser qu'il devait prouver à quel point le catch professionnel pouvait être réel. Après quelques allers-retours, Hogan finit par céder, ce qui, soit dit en passant, était une mauvaise décision. Il a mis Belzer dans une clé de menton avant, une prise de base de la catch professionnelle. Mais en quelques secondes, les choses se sont gâtées. Belzer s'évanouit, s'effondre sur le sol du studio et se cogne violemment la tête. Il s'agit d'un véritable coup de poing. La salle est devenue silencieuse. Le public du studio s'est figé dans un mélange de confusion et d'inquiétude, quelques halètements audibles brisant la tension. Hogan, essayant d'arranger la situation, donna quelques gifles à Belzer pour le réveiller, tandis que Mr. T, oui, Mr. T était là, essayait de jouer la comédie en disant « Il dort, c'est tout ». Pendant ce temps, l'équipe de production se démenait en coulisses, ne sachant pas s'il fallait intervenir ou couper la publicité. Finalement, Belzer est revenu à lui, manifestement désorienté, et on a rapidement coupé la publicité. Spoiler, il n'est pas revenu pour terminer l'émission. Le comble, c'est que Belzer a eu besoin de 9 points de suture pour refermer une vilaine coupure à la tête. Plus tard, il a affirmé que le nombre total de points de suture était plus proche de 100, bien que ce chiffre n'ait jamais été vérifié et ait été largement débattu parmi les fans et les journalistes. Quoi qu'il en soit, la blessure était suffisamment grave pour que Belzer intente un procès de 5 millions de dollars contre Hulk Hogan, Mr. T, Vince McMahon et la WWE. L'affaire a été portée devant la Cour suprême de l'État de New York, mais n'a jamais fait l'objet d'un procès. En 1990, Hulk Hogan et Belzer ont conclu un accord à l'amiable pour 400 000 $. Et qu'a fait Belzer avec cet argent? Il a acheté une maison en France et l'a baptisée chez Hogan. C'est une façon effrontée de transformer une mauvaise situation en un fléchissement permanent. Cet incident n'a pas seulement fait la une des tabloïds. Il a suscité des débats passionnés sur la question de savoir si le mélange de drame scénarisé et de physicalité réelle qui caractérise le catch professionnel crée des risques excessifs pour les athlètes et même pour les spectateurs. Elle a également alimenté des conversations sur la ligne de démarcation entre le divertissement et la responsabilité, en particulier lorsque les choses sortent des sentiers battus. Elle a également créé des précédents juridiques en matière d'honoraires d'avocats. Et soyons honnêtes, elle a ajouté un chapitre sauvage aux histoires publiques de Hulk Hogan et de Belzer. Alors, qu'en pensez-vous? Hulk Hogan essayait-il simplement de défendre l'honneur de la catch professionnelle ou est-il allé beaucoup trop loin? Quant à Belzer, le fait d'avoir baptisé sa maison chez Hogan était-il la meilleure façon de lui rendre la monnaie de sa pièce? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Revenons à décembre 1984. Dans l'emblématique Madison Square Garden. John Stossel, journaliste de l'émission 2020 d'ABC,
se prépare à lever le rideau sur la catch professionnelle. Mais il est loin de se douter qu'il est sur le point d'entrer dans l'histoire du catch, mais pas de la manière dont il l'avait prévu au départ. John Stossel s'est approché du catcheur professionnel David Dr. D. Schultz et lui a lancé cette phrase si célèbre « Je pense que c'est faux ». Pour Schultz, comme pour tout autre catcheur, il ne s'agissait pas d'une simple question, mais d'une insulte. Dans les années 80 en particulier, le catch professionnel protégeait farouchement son image, et le qualifier de faux revenait à jeter le gant ultime. Cela remettait en cause non seulement le caractère physique du sport, mais aussi la fierté et la crédibilité des catcheurs qui risquaient leur corps tous les soirs. C'était une grosse erreur, et Schultz ne l'a pas toléré. Sans perdre de temps, il a asséné non pas une, mais 2 gifles à la tête de Stossel, envoyant le journaliste au sol. Alors que John Stossel tente de se ressaisir, Schultz enchaîne avec la phrase désormais classique « C'est du bidon », le chaos classique du catch des années 80. Les gifles n'ont pas seulement été entendues en coulisses, elles ont fait la une des journaux, suscitant des débats sur la légitimité du catch professionnel et brouillant la frontière entre divertissement et réalité. L'incident a attisé la curiosité du public pour le monde du catch tout en ajoutant une couche de controverse à sa réputation déjà, disons, colorée dans les médias grand public. ABC a reçu plus de 1000 appels de téléspectateurs inquiets pour Stossel. Stossel lui-même a affirmé que les gifles lui avaient laissé des douleurs et des bourdonnements d'oreilles pendant des semaines, et nous n'en doutons pas. Il a poursuivi la WWE en justice, et l'affaire s'est terminée par un accord à l'amiable de 425 000 $. Ce n'est pas vraiment de la monnaie de poche pour quelques gifles. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Schultz a toujours affirmé qu'il ne faisait que suivre les ordres des responsables de la WWE pour rester dans la peau du personnage. Dans les années 80, le kayfabe, l'engagement à maintenir l'illusion de réalité du catch, était tout ce qu'il y avait de plus important. Les catcheurs étaient censés protéger l'entreprise à tout prix, même en dehors des caméras, ce qui fait de l'affirmation de Schultz un reflet de l'attachement inconditionnel de l'industrie à son image. Mais la WWE n'était pas prête à le soutenir. Schultz a été suspendu immédiatement et finalement licencié. L'incident a pratiquement mis fin à sa carrière de catcheur professionnel, ce qui en fait l'un des moments les plus tristement célèbres de l'histoire du catch, celui de la protection du business. Ce drame sauvage en coulisses est l'une de ces histoires qui nous rappellent à quel point la frontière entre la réalité catch des années 80, où le kayfabe n'était pas seulement une ligne directrice, c'était pratiquement de l'évangile. Par exemple, des légendes du catch comme The Iron Sheik et Hacksaw Jim Duggan ont été prises en train de voyager ensemble alors qu'elles étaient ennemies dans l'intrigue, ce qui a provoqué un énorme scandale. À l'époque, les fans s'attendaient à ce que les querelles restent réelles, même en dehors de l'écran, et briser le personnage pouvait signifier perdre leur confiance, voire leur emploi. Qu'en pensez-vous? Schultz avait-il raison de défendre le catch ou est-il allé trop loin? Et que pensez-vous de la réaction de la WWE? Est-elle juste? Ou s'agit-il d'un cas classique de renvoi de la balle? Faites-nous part de vos réflexions sur cette histoire légendaire dans la section des commentaires. Tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'à présent sont des légendes du catch de la vieille école. Alors, vous pourriez penser que les catcheurs qui ont fait leur apparition au XXIe siècle ne partagent pas la même passion ou n'ont pas le même type de réaction. Eh bien, vous vous trompez. Voici quelqu'un que vous serez peut-être surpris de voir mentionné dans une vidéo sur les catcheurs de la WWE attaquant des animateurs de télévision irrespectueux, Nick Dinsmore, que tout le monde connaît sous le nom d'Eugene. Eugene a commencé à lutter en 1996. Sa carrière a démarré à l'OVW, où il est devenu un talent exceptionnel, avec un record de 10 règnes en tant que champion tag team du Sud aux côtés de Rob Conway et 10 titres de champion poids lourd de l'OVW, il s'est imposé comme une force dominante dans la promotion. Ce succès précoce a jeté les bases de son éventuelle ascension à la WWE. Son personnage le plus emblématique, Eugene, a fait ses débuts à Monday Night Rio en 2004. Eugene a été présenté comme le neveu spécial et excessivement enthousiaste du directeur général de Rio de l'époque, Eric Bischoff, avec nul autre que William Regal comme manager réticent mais solidaire. Un duo pour le moins étrange. Voici un fait amusant que vous ne connaissez peut-être pas.
Le personnage de Gene a été inspiré par l'entraîneur de l'OSINW, Rip Rogers, dont le fils est atteint d'autisme. Conçu comme un savant du catch comique, Eugene a défié les attentes et est rapidement devenu un favori des fans. D'abord accueilli avec scepticisme par les producteurs de la WWE, le mélange d'humour et de prouesse de catch du personnage a conquis le public. Les interactions d'Eugene avec des stars de premier plan comme The Rock ont encore renforcé sa popularité. En coulisses, l'idée de Gene est née après que Jim Ross a conseillé à Dinsmore d'injecter plus de personnalité dans ses performances. Avec le soutien de Steve Austin et l'approbation de Vince et Stephanie McMahon, le personnage a vu le jour. Pendant son séjour à la WWE, Eugene a franchi plusieurs étapes mémorables. Il a remporté le championnat mondial par équipe de la WWE avec William Regal et s'est illustré en remportant le Kurt Angle Invitational. Maintenant, parlons du moment où les choses se sont corsées. Des années après son passage à la WWE, le 12 septembre 2021, Eugene est apparu sur une chaîne de télévision appelée KVRR dans le Dakota du Nord. Cette apparition était liée à son implication dans la Below Zero Wrestling, une organisation de catch basée à Fargo. Lors de son apparition, Eugene a fait la promotion d'un séminaire de catch professionnel qu'il organisait pour Below Zero Wrestling. L'objectif de ce séminaire était de former les aspirants catcheurs et de leur enseigner divers aspects de la catch professionnelle. Il a parlé de l'entraînement au catch et est allé plus loin en faisant une démonstration en direct avec le présentateur du journal télévisé, qui a décidé de porter un masque de poulet pour la séquence. Pourquoi a-t-il fait cela? Eh bien, peut-être que le présentateur a pensé que le personnage de Gene était sa vraie personnalité et a décidé de s'amuser un peu à ses dépens et aux dépens de la catch professionnelle. Cependant, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, s'il y a bien une chose que les catcheurs professionnels détestent, c'est de se sentir irrespectés par des présentateurs de télévision hargneux. C'est pourquoi, comme tous ses pairs avant et après lui, Eugene a pris les choses en main. Au cours de ce qui était censé être une démonstration amicale, il a emmené l'animateur au sol et lui a même donné un coup de tête rigide par la suite. Juste avant la pause publicitaire, Eugene a surpris l'animateur TV et le public qui le regardaient à la maison en lui disant « Ne soyez pas les plus intelligents, ne soyez pas la personne la plus intelligente dans la pièce, sinon vous n'êtes pas dans la bonne pièce. » Puis il a frappé l'animateur de télévision à la poitrine. Et des coups de feu ont été tirés, littéralement. L'animateur a ensuite ri nerveusement et a dit « Très bien, vous avez entendu. Ça fait mal. Nous serons donc de retour dans quelques minutes. » Eugene l'a ensuite taquiné. « Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère ?» À la manière de Hulk Hogan. Espérons que ce type a appris une bonne leçon pour l'avenir. Ne pas s'en prendre aux catcheurs professionnels si l'on ne veut pas qu'ils s'en prennent à nous. Maintenant, sautons dans la machine à remonter le temps et revenons en 2018. L'année où Sin Cara a apporté sa magie de la lucha libre au talk-show mexicain SN Serio. Ce n'était pas un moment de crossover comme les autres. C'était un mélange inoubliable d'humour, d'intensité et de chaos qui nous rappelle pourquoi nous aimons la catch professionnelle. Animé par le toujours charismatique Adrian Marcelo, cette apparition n'était pas un simple spot télévisé, c'était de l'or pur en matière de divertissement. Si vous ne connaissez pas SN Serio, voici ce qu'il faut savoir. Diffusée sur Multimedios Télévision, cette émission était le rendez-vous incontournable des humoristes et des amateurs de frasques inattendues. Avec l'esprit vif et l'attitude intrépide de Marcelo, chaque épisode apportait quelque chose de spécial. Depuis ses débuts en 2016 jusqu'au départ de Marcelo en 2022, SNS Serio est devenu une référence culturelle, mêlant humour et culture pop d'une manière qui a su garder le public accroché. Voici un petit détail amusant. Le Sin Cara que vous avez vu sur SN Serio n'était pas le Sin Cara original. Non. C'était Unico, sous le masque, qui apportait son propre style au personnage. Savoir cela ajoute une autre couche à l'histoire. C'est un rappel que chaque catcheur apporte quelque chose d'unique à son rôle, ce qui rend des moments comme celui-ci vraiment emblématiques. Voici donc le scoop. Sin Cara était en train de dévoiler des secrets de catch en coulisses quand les choses ont pris une tournure hilarante. Marcelo, toujours prêt à rire, a décidé que ce serait une bonne idée de demander à Sin Cara de faire la démonstration d'un chop de catch. Si vous n'avez jamais fait l'expérience d'un wrestling chop, mettons les choses au clair. Il ne s'agit pas d'une tape amicale. Il ne s'agit pas d'une tape amicale, mais d'un coup de tonnerre qui laissera des traces. Littéralement. Sin Cara, en bon showman qu'il est, ne s'est pas contenté d'improviser. Il a jaugé Marcelo, a fléchi la main pour l'effet dramatique.
Et puis, bam! Ce coup de poing a résonné dans le studio comme un coup de feu. La salle est restée silencieuse pendant une fraction de seconde avant d'éclater en un mélange de halètement et de rire. Le pauvre Marcelo avait l'air complètement choqué. Et lorsqu'il a révélé la marque rouge vif sur sa poitrine, l'hilarité est montée d'un cran. Les autres animateurs n'en ont pas eu assez. Certains se sont mis à rire, tandis que d'autres se sont penchés pour voir de plus près, ce qui a ajouté à l'ambiance chaotique. Les médias sociaux ont fait leur chou gras de ce clip, faisant de ce moment un classique viral instantané. Ce qui est encore plus cool, c'est que cela prouve que la catch professionnelle est plus qu'un simple sport. Elle fait partie intégrante de la culture, en particulier au Mexique. La lucha libre ne se résume pas à des mouvements de haute voltige et à des masques colorés. C'est une célébration de l'identité, de la créativité et de la tradition. L'apparition de Sin Cara sur SN Serio a montré comment le catch transcende le ring, depuis les masques vibrants vendus sur les marchés de rue jusqu'à ses apparitions dans les films, l'art et même les manifestations. Le catch est partout, et c'est un symbole de fierté. Avez-vous vu la chaîne virale à l'époque, ou en entendez-vous parler pour la première fois? Dites-le nous dans les commentaires. Enfin, parlons d'un croisement légendaire de fin de soirée qui a fait vibrer les fans de catch professionnels et fait craquer les amateurs de comédie. Le 18 août 2017, le seul et unique Triple H a fait une apparition surprise dans The Tonight Show starring Jimmy Fallon, marquant un moment mémorable où le catch est entré en collision avec la télévision de fin de soirée d'une manière qui a mis en évidence l'attrait du grand public pour la WWE. Voici comment cela s'est passé. Au cours d'un segment intitulé Thank You Notes, Jimmy Fallon a lancé une pique en disant que Triple H ressemblait moins à une superstar de la WWE qu'à une crème pour hémorroïdes extra forte. Les rires fusent. Mais Fallon n'était pas prêt pour la suite. Le jeu entre en scène. La musique d'entrée emblématique de Triple H a retenti et le public s'est mis à applaudir à tout rompre, créant une atmosphère électrique qui correspondait parfaitement à la personnalité plus grande que nature de l'assassin cérébral. L'excitation était palpable, les fans étaient debout, et le studio bourdonnait d'énergie. The Game a fait irruption sur le plateau, avec l'intensité qu'on lui connaît. Puis est arrivé le moment qui a marqué l'histoire de la télévision de fin de soirée. Triple H a attrapé Jimmy Fallon et l'a projeté à travers le bureau. Mais voici un fait amusant. Ce n'est pas vraiment Fallon qui a pris la bosse. L'utilisation d'une doublure a ajouté une couche d'humour burlesque qui correspondait parfaitement à l'énergie débordante de la séquence, tout en permettant à Fallon de rester sous les feux de la rampe en tant qu'animateur comique. Une doublure cascade a remplacé l'animateur du talk show et toute la séquence a été mise en scène pour faire rire et pour promouvoir le prochain événement de la WWE SummerSlam. La foule présente dans le studio s'est déchaînée, mais l'excitation ne s'est pas arrêtée là. Le clip est devenu viral presque immédiatement, accumulant les vues et les tout en présentant les personnalités plus grandes que nature de la marque à un large public. Quant à l'émission de Fallon, elle a apporté une nouvelle bouffée d'enthousiasme et attiré les fans de catch, prouvant que les mondes de la fin de soirée et du catch pouvaient entrer en collision avec des résultats étonnants. Les amateurs de catch ont adoré voir leur superstar préféré apporter un peu de comédie physique à la télévision de fin de soirée, tandis que le public de M. Fallon a apprécié l'humour débordant. Tout le monde y a gagné. Ce n'est pas la seule fois que Fallon et les stars de la WWE ont uni leurs forces. Quelques mois plus tard, en janvier 2018, Triple H est revenu au Tonight Show avec un groupe de superstars de la WWE pour un sketch hilarant de Lip Sync Battle. L'alchimie entre Fallon et les catcheurs a prouvé que leur collaboration était un succès, avec des fans des deux côtés. L'apparition surprise de Triple H était un mélange parfait entre le côté théâtral du catch et la spontanéité de la comédie de fin de soirée. Par exemple, son entrée dramatique, accompagnée d'une musique emblématique et d'un regard intense, a montré comment la narration exagérée du catch peut captiver même un public de fin de soirée qui n'est pas familier de ce sport. Cela a rappelé à tout le monde l'attrait plus large du catch et a montré comment la WWE pouvait s'intégrer de manière transparente dans le divertissement grand public. Avez-vous assisté à ce crossover épique en direct ou en entendez-vous parler seulement maintenant? Quel est votre moment préféré où les stars de la WWE se sont retrouvées à la télévision en fin de soirée? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires. Et avant de partir,
N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.